On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du déménagement de la boutique cadeau Auréole, nouveau bâtiment historique du côté du boulevard Saint-Luc. Mais d'abord, lui, il est le nouveau directeur du service de police à Saint-Jean-sur-Richelieu et il veut implanter un changement de culture vers une police communautaire. Vous le savez, la police de Saint-Jean-sur-Richelieu a un nouveau directeur en la personne de Stéphane Bélanger depuis quelques mois déjà. Il veut instaurer sa culture, sa vision à lui, sa vision d'avenir pour le service de police de Saint-Jean, qui est celui d'une police communautaire. C'est un concept qu'on connaît peu, beaucoup, moyennement. On va tenter de le découvrir avec le directeur lui-même qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Ça fait plaisir, merci. Pour vous, c'est quoi la police communautaire? En fait, la police communautaire, c'est un concept à laquelle on vient rajouter quelques actions, quelques idées pour donner une vision là où on veut se rendre là, avec la police communautaire. Bon. Moi, évidemment, dans mes vieux réflexes de journaliste, quand on dit police communautaire ou police de quartier, je me remémore Jacques Duchesneau au SPVM il y a de cela quasiment 30 ans. Concept qui est installé, vous avez vous-même travaillé à Montréal plusieurs années, donc vous savez de quoi je parle. En quoi on peut faire un parallèle entre la police communautaire qu'on a pu imaginer dans les années 80-90 avec celle que vous voulez implanter ici à Saint-Jean? C'est une très bonne question. En fait, le concept que j'ai développé est bien simple. C'est qu'on livre le service, mais selon les personnes avec qui on fait affaire, on livre un service adapté. À titre d'exemple, évidemment, on ne traite pas des appels qu'on travaille auprès de la jeunesse comme qu'on traite auprès des personnes âgées ou des personnes vulnérables. Donc, chaque service est livré différemment selon avec qui on interagit. Ça sous-entend que les policiers doivent être formés, sensibilisés à chacune des clientèles avec lesquelles ils doivent traiter. Autrement dit, quand ils vont, je ne sais pas, quand ils suivent leur cours pour devenir policiers ou on s'en va à Nicolet, on apprend la base, mais il y a probablement cette sensibilité-là qui n'est peut-être pas autant développée par secteur de clientèle. Exactement. En fait, pour la police communautaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé certains policiers qui ont la fibre communautaire, puis on les a appelés les agents pivots. Donc, ces gens-là, on leur donne une formation particulière. On participe à des ateliers ensemble pour que, justement, ils s'imprègnent de notre vision et la retransmettent auprès des équipes de travail. Et nous, comme cadre, comme patron, on a aussi un rôle à jouer d'aller rencontrer les policiers pour un peu démystifier qu'est-ce que c'est la police communautaire. Vous savez, la police va toujours demeurer la police qui va arrêter des criminels, va toujours demeurer de la police qui va faire de la prévention. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait avec la police communautaire? C'est qu'on vient livrer un service, mais différemment selon avec qui on intervient. Bon. Pourquoi pensez-vous que cette approche est la bonne pour un territoire comme celui de Saint-Jean? En fait, parce qu'à Saint-Jean, autrefois, on retrouvait des clientèles particulières seulement dans les grands centres. Maintenant, on ne peut plus dire ça. Vous avez vu, on est en période d'hiver, il y a des personnes en situation d'itinérance, il y a des gens avec des problèmes de santé mentale, comme dans les grands centres. Alors, on doit adapter notre service en fonction avec qui on travaille et quelles sont notre clientèle. Pour faire ça, j'ai créé des projets. Donc, il y a un projet qui a été créé pour les gens de communauté culturelle, qui est le projet Intégration, qu'on va mettre sur pied. Il est déjà écrit, mais on va le mettre sur pied là, dans les prochains mois. Le projet Cohabitation, pour tout ce qui est le volet sécurité routière. Et il y a d'autres projets qui sont en cours de conception, qui vont toucher les aînés, qui vont toucher les jeunesses, toutes les jeunes là, qui sont dans les pistes cyclables, dans les parcs. On va les joindre à l'endroit où est-ce qu'ils sont. Police communautaire, ça ne veut pas dire une police sans armes. Non. Probablement c'est un concept qui a été évoqué un peu il y a un an à Montréal. Ça n'a pas duré longtemps, ceci dit. En fait, mais on n'est pas là. Vous avez raison. C'est qu'il y a différents types de police communautaire. On prend notre collègue à Longueuil qui a fait le projet Immersion, qui est un très beau projet dont vous faites mention. Mais nous, à Saint-Jean, on a notre façon à nous, selon notre clientèle et selon la grosseur de notre ville. Donc, pour ce qui est de la ville de Saint-Jean, les concepts sont adaptés vraiment là, en fonction des particularités que l'on retrouve chez nous. Donc, à Longueuil, Montréal, évidemment, ont des particularités différentes des nôtres. Donc, nous, on s'est adapté là, à notre quartier. Je prends un exemple banal. Disons que policiers et policières sont en train de faire une intervention qui est de type très, très communautaire dans un parc, mais ils reçoivent un appel de renfort pour un collègue qui est dans le trouble ou quelqu'un qui est armé, je ne sais trop, à 1 kilomètre. Je veux dire, le policier doit quand même être minimalement protégé, je présume. En fait, le policier demeure toujours avec son équipement de base. L'équipement du policier ne change pas en fonction avec qui on interagit.
mais c'est plutôt l'attitude du policier et la façon dont il interpelle les gens qui est appelé à changer. Dans le fond, comme tous les corps de métier, on doit se raffiner. Vous savez, en 2022, on ne fait plus la police comme on faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, et même il y a 5 ans. La police change là, à chaque année presque. Parce que les clientèles changent. Exactement. Moi, ce que je demande aux policiers, on l'a vu là, dans le volet de personnes en situation d'itinérance, d'aller à la rencontre des gens, justement pour discuter avec eux, puis de se rendre accessible. Donc, l'accessibilité, la mobilisation, l'ouverture, c'est 3 grands thèmes là, qu'on demande à nos policiers vraiment là, pour faire la police communautaire. On parlait tantôt des itinérants, ce qui est un peu nouveau sur le territoire de Saint-Jean. L'immigration, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a quand même plus à chaque année. C'est sûr, il y a quelques années, Saint-Jean, 95 blancs francophones, hein, c'était un peu le topo comme beaucoup de villes au Québec. Or, le débordement de Montréal, la pénurie d'emplois, fait qu'on a davantage aussi de personnes issues de différentes communautés culturelles. Donc là aussi, vous devez, comme on dit, à Montréal, c'est connu, mais dans une ville comme Saint-Jean, les policiers ne sont peut-être pas toujours appelés à faire appel avec cette clientèle-là. Mais vous parlez vraiment d'un bon point parce que le projet intégration que l'on va travailler avec l'organisme l'ANCRE à Saint-Jean, c'est un organisme qui travaille pour faciliter l'intégration des gens issus de communautés. Alors, dans le projet que j'ai écrit il y a environ 1 mois, on a certaines activités justement pour apprendre à connaître les gens de communauté. À titre d'exemple, on va inviter une certaine partie de cette communauté-là, peut-être 10, 15 personnes, à venir prendre un repas avec les policiers pour qu'on discute de notre réalité policière, faire connaître notre métier et que les gens puissent parler de leur culture, justement pour que le policier, quand il intervient sur des appels, qu'il soit au courant de certaines cultures qui est différente de la nôtre. Pour appliquer aussi ce principe de police communautaire, est-ce que le corps de police lui-même doit être un peu le miroir de sa propre société ou communauté? Je m'explique. 30, 40, 50 ans, la police, c'était quoi? C'était des hommes blancs qui mesuraient 6 pieds 2 puis qui pesaient 200 livres. C'était à peu près ça. Là, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la proportion de femmes que vous avez dans votre équipe ou de personnes issues de différentes communautés, mais il faut que la police soit aussi le miroir de sa communauté. Exactement. En fait, ce qu'on vient faire, c'est que nous, on a des gens issus de communautés aussi dans nos rangs. Maintenant, je pense que c'est l'affaire de tout le monde de partager ou de connaître la communauté dans laquelle on travaille. Donc, ce n'est pas nécessairement des policiers issus de communautés qu'on va envoyer rencontrer des gens de communauté. Je pense que chacun doit connaître l'ensemble du travail. Oui, on a des femmes policières qui sont excellentes. Alors, on utilise la bonne personne au bon endroit, mais chacun des employés doit être en mesure de faire le travail convenablement et on le fait déjà. Sauf que c'est une plus-value. Oui, dans certains cas, évidemment, la barrière de langue, et des fois, ça peut venir nous rendre service. Également, de connaître la culture, ça peut nous aider, mais il y a d'autres façons que de seulement engager des gens issus de communautés. Évidemment, tant mieux si on en a, et c'est le cas. Ouais. Mais si on connaît la culture des gens, si on connaît aussi, parce que la majorité de notre clientèle, c'est des gens issus d'ici au Québec. Alors, on doit être polyvalent. En 2022, les policiers, il y a une partie de travail social, il y a une partie de connaissances générales. Alors, on demande aux policiers de s'adapter et on les forme en conséquence. Est-ce que les policiers doivent aujourd'hui, on leur demande d'être très polyvalents, peut-être pas d'être des psychologues à ce titre-là officiellement, mais on demande aux policiers aujourd'hui d'avoir plusieurs palettes là, dans leur coffre à outils. Exactement. Le policier va porter plusieurs chapeaux, comme on dit souvent. Et justement, le ministère de la Sécurité publique, qui est notre patron au niveau opérationnel, a compris ce message-là et de plus en plus subventionne différents postes qui vont venir nous aider à travailler là, différentes situations. À titre d'exemple, le ministère de la Sécurité publique a octroyé 90 du salaire d'un employé qu'on a engagé, là, qu'on est en train d'engager pour traiter les cas de violence conjugale. Donc, cette ressource-là, c'est un ajout parmi notre personnel qui va venir porter des situations adaptées à chacune des interventions, justement là, pour le volet violence conjugale, et c'est un exemple. Parce que parfois, on peut recevoir un appel, puis là, on peut se dire, bien, dans le cadre de cet appel-là, peut-être que telle ou telle personne est plus habilitée, plus de doigté ou de sensibilité ou de connaissance avec cette problématique-là. Je veux dire, pas tout le monde qui est bon pour traiter la santé mentale. C'est pas tout le monde qui est bon pour traiter avec des gens issus d'autres communautés. Je veux dire, chacun a ses talents, ses compétences. Oui. Ça doit être la même chose dans la police, là. Exactement. En fait, chaque policier a une base pour traiter la santé mentale. Évidemment, on n'est pas des médecins,
Mais on est en train de regarder la possibilité d'agrandir notre équipe en ayant une personne qui pourrait être spécialisée, un employé non policier, qui connaît le travail en santé mentale, qui viendra en support sur nos appels. Donc, on a écrit le projet en début d'année. Maintenant, on est en attente de financement et ça pourrait être un atout important pour un service policier. Il y a d'autres services qui l'ont déjà et c'est vraiment très bénéfique. Là, on a combien de policiers à Saint-Jean? On a 115 policiers permanents et, bon an, mal an, on a entre 20 et 30 policiers temporaires qui remplacent les vacances, qui remplacent les absences à long terme, les maternités. Alors, on joue souvent là, entre 130 et 135. La proportion homme-femme est rendue à combien, à peu près? Autour de 30 30 de femmes? Exact. Est-ce que c'est dans la moyenne des corps de police au Québec? Ou... Oui, on est dans la moyenne forte, je vous dirais. Évidemment, on recrute selon les compétences des gens. Tant mieux si c'est représentatif de la population, c'est notre but. Maintenant, les standards sont les mêmes pour tous et les policiers qu'on a sont très bonnes. C'est des gens qui se sont intégrés au métier de policier. Et vraiment, là, on peut voir aujourd'hui souvent des personnes qui travaillent en duo, 2 femmes ensemble, qui sont excellentes. Quand on parlait tantôt de policiers issus de différentes communautés, ça peut représenter quoi comme proportion au niveau de vos policiers? Est-ce que c'est 5 10 des effectifs qui sont issus de différentes communautés? Je vous dirais que ça tourne autour de 10 C'est pas énorme, mais il faut aussi s'adapter selon notre clientèle. Hein? On voit qu'ici, à Saint-Jean, de plus en plus, il y a des gens de communauté. Maintenant, les gens de communauté, parfois, sont portés à aller travailler dans les grands centres. Alors, nous, on est très accueillants. On leur souhaite la bienvenue. On souhaite en avoir de plus possible. Mais évidemment, on y va avec le recrutement et ce que l'École nationale de police le livre comme candidat. Bon, vous dites que c'est un changement de culture, mais c'est un changement de culture qui doit se faire sur une transition, et ça, sur plusieurs années. Donc, c'est vraiment c'est des changements de paradigme, de façon de penser. C'est subtil, là. C'est subtil parce que le travail policier reste le travail policier, mais d'amener les policiers à travailler différemment selon les clientèles, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je pense qu'il ne faut pas brusquer les choses. Je pense qu'il faut aller expliquer notre vision. Mon prédécesseur avait déjà commencé à établir la police communautaire. Évidemment, moi, je mets mon grain de sel avec ma propre vision. Et c'est là que j'ai créé mon concept que je présente à chacune des équipes de travail. Ce concept-là, je l'ai présenté la semaine dernière. J'ai rencontré l'ensemble de mes policiers. Et l'ouverture est bonne. Il faut vraiment juste bien expliquer, parce que la police communautaire, il n'y a rien là, on ne révolutionne pas la police au complet, mais on vient mettre des actions ciblées en fonction de notre vision. Puis là, je veux le montrer parce que, puis on le montrera peut-être en plein écran, mais ça, là, vous vous promenez avec ça. Ça, dans le fond, c'est votre coroplaste qui vous permet de dire, bien voici, c'est le même service, mais livré différemment auprès des clientèles vulnérables, les aînés, les jeunes, les communautés culturelles, les gens d'affaires, les citoyens. Donc ce tableau-là, il vous sert, dans le fond, pour expliquer votre vision, c'est ça? Exactement. En fait, c'est mon plan d'affaires lorsque j'ai été engagé. Alors, je suis en train de le mettre en place. J'y crois parce que c'est moi qui l'ai conçu. Alors, maintenant, j'ai besoin de la participation et les idées, souvent ils viennent de la base. Hein? On rencontre les gens. Là, mercredi prochain, j'ai une rencontre de plusieurs policiers, justement pour qu'ils nous donnent leurs bonnes idées, pour qu'on construise des projets à leur image à eux. Et la réception est bonne jusqu'ici? Ouais. La réception est très bonne. Évidemment, quand on parle de police communautaire, il faut bien expliquer, justement pour se rendre au bon endroit, à l'endroit où on souhaite aller. Mais les gens sont réceptifs. On leur demande l'ouverture, puis jusqu'à présent, ça fonctionne très bien. Stéphane Bélanger, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, un invité de marque cette semaine à Sport Express. Absolument, Yvan Ouellette, copropriétaire d'Actiform, qui revient tout juste des Jeux olympiques. Beau bonhomme en Lululemon, hein? Ben oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre Télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Auréole Boutique Cadeau déménage à peine de côté de rue du boulevard Saint-Luc pour être désormais dans un nouveau bâtiment qui est au 259 boulevard Saint-Luc. C'est une boutique que j'ai appris à découvrir, oui, parce que ma conjointe m'y a traîné, pas de force, mais à quelques occasions. Et on reçoit avec nous la propriétaire Christine Bossé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Ça existe depuis combien de temps? En fait, je suis propriétaire de la boutique depuis 12 ans, mais le commerce existait au moins 10 ans auparavant. Que moi, j'ai racheté le fonds de commerce d'une autre dame. Et puis, au fil des années, Auréole est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la vocation a légèrement changé, mais ça fait au moins plus de 20 ans que ça existe. Là, vous étiez situé, comme je disais, de l'autre côté du Oui. boulevard Saint-Luc, un peu dans les bâtiments où il y a le Satori, Exact. Le Subway, la pharmacie, tout ça, là, pour situer un peu les gens. Là, vous avez acheté un building qui est l'autre côté, dans lequel auparavant il y avait Actiform. Actiform qui Oui. était là, bâtiment bleu. Comme Oui, exactement. Comme une maison, pas une vieille maison, mais une maison un peu de l'époque de l'ancien vieux Saint-Luc, si on veut. Donc, pourquoi ce changement-là maintenant? En fait, c'est arrivé tout simplement. Mon bail arrivait à échéance. Puis ça faisait longtemps que je voulais déménager la boutique dans ce type de bâtisse-là. Donc, la bâtisse de Actisport s'est présentée sur le marché et puis c'est arrivé à brûle-pourpoint. Je suis allée visiter, puis je suis tombée complètement sous le charme de la bâtisse, qui est un vieux bâtiment ancestral de 2 étages qui date de 1898. Oh là là, c'est Oui, ça, alors, 1898. Oui, la maison est vraiment pleine de charme. Les plafonds sont en lambris, les murs sont en lambris de bois aussi. Plancher de bois franc, il y a des murs de briques. C'est un il y a- fit naturel avec ce que vous faites. Exactement, exactement. Donc, ça va être vraiment encore plus beau que qu'est-ce que les gens étaient habitués de voir à la boutique. Le cachet est vraiment incroyable à l'intérieur. Est-ce que je me trompe ou dans les 2-3 dernières années, vous avez connu une croissance quand même assez importante? Et puis, je prends mon propre exemple parce que, bon, on est souvent invité dans des trucs, de se dire, ah, ben oui, tu sais, on est tanné des fois d'amener des bouteilles de vin chez le monde, puis on dit, bon, ça serait le fun d'acheter un cadeau pour les gens qui vont nous recevoir. Puis à un certain moment, ma conjointe me dit, ouais, il y a une boutique à Saint-Luc, ça s'appelle Auréole. J'ai beaucoup de mes amis qui vont là. Et là, j'ai découvert l'endroit, puis là, on y est retourné à quelques occasions. Mais il y a beaucoup de bouche à oreille, probablement. Ça a eu de l'effet. Énormément, énormément. Le bassin de population qu'on dessert est très grand. On va parler de Candiac, Delson, Saint-Constant, La Prairie, Brossard. Ce sont tous des gens qui se déplacent à la boutique régulièrement pour venir magasiner. Il y en a qui viennent du Maine, il y en a qui viennent du coin de Québec, la rive sud, la rive nord. Les gens viennent un peu partout parce que c'est vraiment une boutique de destination. C'est le genre de boutique où les gens viennent vivre une expérience magasinage qui est un peu hors du commun. Parce que quand on rentre à l'intérieur de la boutique, tous les sens sont sollicités. Fait qu'on rentre, ça sent bon, les objets sont super bien présentés, l'ambiance, la musique, les employés aussi apportent beaucoup, parce qu'on est tous des gens qui sont passionnés de décoration, donc c'est sûr que ça fait en sorte que les gens n'ont pas l'impression de magasiner dans un magasin de grande surface, là. Donc, c'est pas rare que les gens vont s'attarder 1 heure à faire le tour pour découvrir les produits et puis ils voient pas le temps passer, puis ils referaient le tour une 2e fois, puis ils redécouvriraient encore plein d'autres produits qu'ils n'ont pas vus. Quelle est la différence chez Auréole il y a 12 ans quand vous avez acheté versus aujourd'hui? Si on retournait 12 ans en arrière, là, la boutique ressemblait à quoi? Je dirais que c'était un peu plus style traditionnel comme boutique cadeau, parce que c'est sûr que Auréole, c'est une boutique cadeau, mais c'est aussi une boutique déco. Donc, moi, j'ai apporté tout le volet de décoration intérieure, là, tant au niveau de la literie, les rideaux, les horloges, etc. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait plus des objets de collection, des meubles en bois de rose ou des choses qu'on ne retrouve plus aujourd'hui à l'intérieur de la boutique. C'est moins traditionnel, c'est plus varié comme produit et on retrouve énormément de gens d'ici aussi qui ont pignon à la boutique, là, des producteurs québécois là, qui... Bon, opérer une boutique, notamment avec la pandémie, les mesures qui ont changé à quelques occasions. Évidemment, votre espace n'est quand même pas très, très grand. Là, vous avez fait un petit chemin vers la gauche là, pour circuler dans la boutique. Il y a eu des limitations de personnes, bon, etc. Comment ça s'est déroulé pour vous les 2 dernières années?
C'est sûr qu'on a quand même très bien tiré notre épingle du jeu parce que, en étant une boutique de destination, je pense que ça faisait en sorte que l'expérience que les gens vivaient à la boutique apportait un peu de réconfort, un peu de baume sur leur cœur, de dire que, bon, au travers de tout ce qu'on vit, au moins, les gens pouvaient avoir cette espèce de petit moment-là qui était à eux, qui leur permettait de s'évader l'espace de quelque temps pour voir autre chose et puis avoir le nez ailleurs que dans la pandémie. Bon. Dans votre ancien bâtiment, vous aviez combien de pieds carrés environ? Je dirais à peu près 2200. Ça paraissait pas parce que la première partie de local que je louais faisait 1750, mais je louais tout l'espace arrière du Subway qui était réservé au stockroom et puis à mon bureau. Donc, les gens ne voyaient pas cette partie-là, mais elle était bel et bien là. Oh là là, OK. Donc, il y avait pas mal d'espace là Oui, aussi. il y avait quand même beaucoup d'espace. Là, le nouveau bâtiment, lui, en quoi il est plus grand ou je comprends qu'il est plus beau, plus joli par rapport à ce que vous faites, mais en termes d'espace, qu'est-ce que vous gagnez? En fait, la nouvelle bâtisse fait 2900 pieds carrés environ de superficie. Donc, c'est sûr que c'est compartimenté très différemment. À l'étage, il y a 6 chambres à coucher. Donc, il y en a 4 qui vont être réservées pour l'espace literie, décoration, les jetés, les cadres, etc. Tandis que, bon, il y a 2 autres pièces qui vont être réservées pour nous, mon bureau, et puis une autre salle pour les employés. Mais c'est différent parce que là, les gens vont vraiment rentrer dans des pièces. Donc, ils vont vraiment rentrer dans un... Oui, les gens vont vraiment rentrer dans un univers à chaque fois qu'ils vont changer de pièce. Donc, le décor va changer selon l'endroit où ils vont être. Parce que pour les gens qui sont déjà rentrés dans cette maison-là, soit pour des soins de massothérapie, acupuncture et compagnie, là, quand on montait les escaliers en haut, là, il y avait différentes pièces pour imaginer un peu les gens. Mais pour vous, c'est une bonne affaire parce que vous allez pouvoir thématiser chacune des pièces. Exactement. Chacune des chambres a sa propre thématique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le charme de la bâtisse apporte en lui-même beaucoup de cachet à ce que nous, on fait déjà. Les rebords de fenêtres sont très larges, les fenêtres sont abattants. C'est sûr que les gens sont comme transportés à chaque fois qu'ils vont changer de pièce. Qu'est-ce qui fait le succès de cette entreprise-là? Je pense que je dirais que c'est le cœur qu'on y met. On est vraiment tous passionnés, comme je disais tantôt, de décoration. On est très dévoués envers notre clientèle. Pour moi, mon point d'honneur, c'est le service à la clientèle. J'ai toujours dit que c'est ce qui apportait de l'eau au moulin à la boutique. Donc, si les clients ne viennent pas nous visiter, alors, on n'existe pas. Donc, on a vraiment mis l'accent vraiment sur l'expérience client, l'expérience de magasinage qui fait en sorte que c'est une formule gagnante. Et au niveau de l'offre des cadeaux, des objets, de la déco qui est offert, il y a de la compétition, oui, mais en même temps, vous vous différenciez un peu des autres aussi là-dedans. Parce que, bon, des boutiques cadeaux, il y en a, mais en quoi la vôtre est-elle différente dans les produits qui y sont offerts? Je mets beaucoup de cœur à rechercher des produits qui sont uniques, qu'on ne retrouve pas ailleurs, justement. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les gens viennent à la boutique chercher des choses qu'on ne voit pas nécessairement dans d'autres magasins. Donc, que ce soit pour différentes thématiques, que ce soit pour un départ à la retraite, un cadeau de naissance, un cadeau d'amitié, un souper, un cadeau d'hôtesse, peu importe, les gens sont sûrs de trouver à chaque fois. Donc, on couvre vraiment là, un très, très large éventail de produits. Bon. Puis est-ce que je me trompe ou dans la façon d'étaler les produits, il y en a un peu pour tous les goûts? C'est-à-dire que, je prends mon propre exemple, oui, c'est madame qui m'amène là, mais je suis rendu dans les boutiques, bon, elle s'en va dans un truc qu'elle regarde, mais en même temps, moi, je regarde aussi des trucs qui peuvent aussi m'intéresser, entre autres, je sais pas, les horloges antiques ou des choses comme ça. Donc, il y a une façon aussi de disposer les produits pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Là. Exactement. La présentation visuelle joue pour beaucoup, justement, dans notre boutique. Oui. Oui, les gens viennent pour s'inspirer, justement, pour recréer différents décors chez eux. On fait beaucoup de conseils aussi de décoration pour les gens qui viennent à la boutique avec soit des photos ou même à domicile. Oui. Bon, donc là, vous avez fermé une dizaine de jours pour procéder à votre déménagement. Réouverture, donc, depuis jeudi, le 10 mars. Nouvelle adresse, 259 Boulevard Saint-Luc, la Maison Bleue, qui
C'est pas très loin de la Boule Orange. Juste à côté. Juste à côté de la Boule Orange, Oui. pour vous situer dans le secteur Saint-Luc. Donc, destination boutique cadeau Auréole. Et visiblement, vous l'avez dit tantôt, c'est même devenu une destination outre-frontière où les gens de l'extérieur de Saint-Jean viennent même, évidemment, faire leur tour. Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Beaucoup de succès. Pas trop de déménagement? Non, ça va être Juste le une fois, dernier. c'est en masse. Ça va être terminé après. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, un invité de marque cette semaine à Sport Express. Absolument, Yvan Ouellette, copropriétaire d'Actiform, qui revient tout juste des Jeux olympiques. Beau bonhomme en Lululemon, hein? Ben oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bonne nouvelle avec l'allègement des mesures sanitaires, reprise des activités dans le monde culturel, notamment chez Arto, la coop créative. C'est la reprise des activités, le retour de la programmation 2022. Si vous désirez obtenir de l'information, allez tout simplement sur le site Internet cooparto.com. Et sur ce, nous, on se dit à demain. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.